En préparant le concours de l'ENA, à un moment dans la préparation, j'ai compris que ce concours, c'est pas un concours de qui est le plus intelligent. En fait, c'est un concours de recrutement. Ma mère est assistante familiale. Quand ma mère commençait à dire à ses employeurs, à ses interlocuteurs que j'avais réussi le concours de l'ENA, elle a senti comment le regard a changé sur elle. Comment on a commencé à pas la prendre plus au sérieux, tu vois, pas la traiter avec de meilleurs égards, tu vois. Mais elle a senti que le regard avait changé. Le principe du code, c'est que tu dis pas qu'il y a un code. C'est que le principe du code, en fait, c'est que tu l'incarnes, tu l'appliques comme si ça allait de soi. Tu vois ce que je veux dire? Je caricature, mais tous les 6 mois, t'as la nouvelle priorité politique du moment, et on va décider de repeindre à la bonne couleur tous les financements qui vont aller dans la bonne direction. En France, tu sais, t'as le débat, est-ce qu'on fait du nucléaire ou est-ce qu'on fait des intermittents? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? De quelle chapelle tu relèves? Tu vois? Est-ce que toi, t'es plutôt un nucléaire? Est-ce que t'es plutôt un intermittent? Et à chaque fois, le sujet, en fait, c'est ça qui est énervant, le sujet est politisé. Pour ce nouvel épisode d'Un micro, une France, j'ai le privilège de recevoir Ahmed Genawi. Ahmed incarne parfaitement la nouvelle génération de leaders français de la transition énergétique. D'une allure décontractée, mais d'une prestance naturelle, Ahmed interpelle par son esprit acéré et son sourire communicatif. Il naît au 18e arrondissement de Paris, d'une mère assistante familiale et d'un père menuisier. C'est là qu'il découvre la vie, au gré de la diversité de cet arrondissement si contrasté. Malgré son passage par l'ENA qui lui garantissait une carrière dorée dans la fonction publique, il opte plutôt pour l'incertitude de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il porte 3 casquettes. CEO de Nautilus Energy, Venture Partner chez Anka Ventures et Managing Partner de Tipaza Partners. 3 structures, une même obsession. Accélérer la transition énergétique par l'innovation et l'investissement. Au micro d'Un micro, une France, Ahmed se livre et raconte son parcours, celui d'un jeune Français issu de l'immigration qui gravit les échelons jusqu'à l'ENA et commence là à transformer le regard des gens sur ses proches, mais aussi son coup de gueule sur le statu quo français concernant la question climatique face à l'urgence qu'elle représente. Installez-vous confortablement, car ça va parler climat, Chine, ENA, entrepreneuriat et surtout de cette France de 2025 qui peine encore à prendre la mesure de l'urgence qui l'attend. Ahmed Genawi, bienvenue à Un micro, une France. Bonjour Ahmed. Comment vas-tu? Tout va bien, merci. Ça me fait super plaisir Pareil. de te voir et de te recevoir. Très content aussi. Nos trajectoires, en fait, devaient se rencontrer, on se rencontre. Et je suis super content de t'interviewer. Qui est Ahmed Genawi? On commence par la face nord. Ahmed Genawi, c'est un jeune parisien né à la fin des années 80, en 1987, qui a grandi à Paris, dans mon quartier de cœur. Évidemment, c'est facile pour moi de le dire, dans le 18e. Quartier populaire, mais qui avait aussi l'avantage d'être un quartier très mélangé, très mixte. Puis qui a mené son petit bout de chemin jusqu'à aujourd'hui, 38 ans, père de 2 enfants, marié, à la tête de ma propre entreprise et qui essaye au quotidien de faire de son mieux pour faire avancer les choses, quoi. Ça ressemble à quoi, grandir au 18e? Grandir dans le 18e, honnêtement, c'est que des très très bons souvenirs. Moi, j'ai vraiment des très bons souvenirs de ce quartier. C'est un quartier, comme je te disais, qui est très mixte, très multiculturel. Tu vois, c'est un quartier où il y a des Maghrébins, des Africains d'Afrique subsaharienne, il y a des Indiens, il y a un quartier chinois, il y a un quartier de population d'Europe centrale, d'orthodoxes, il y a un petit quartier juif. Il y a vraiment un petit tout. C'est vraiment un petit monde dans, en plus, une organisation urbaine, géographique qui est assez agréable, quoi, avec beaucoup de choses pour les enfants, beaucoup de choses pour les familles. Donc c'est une enfance plutôt heureuse dans ce beau quartier. Fils unique ou au-delà de frères et sœurs? Ah ben non, frères et sœurs, frères et sœurs évidemment. J'ai une grande famille. J'ai deux sœurs directes, j'ai 3 grands demi-frères. Et puis, tu sais, ma mère était assistante familiale, c'est-à-dire qu'elle a accueilli des enfants dans notre foyer à leur
prime jeunesse, si tu veux. Donc j'ai aussi 2 sœurs qui ont grandi avec nous, qui ne sont pas directement des sœurs de sang, mais qui continuent à être dans notre famille et qui sont arrivées chez nous, tu sais, en très bas âge. Ok, donc Ouais. tu as une bonne relation avec eux ou... Bah, évidemment, c'est mes sœurs. Ok. Ouais, bien Donc ta sûr. notion de famille est très élargie par Ouais, rapport à la norme. Mais oui, c'est une communauté, tu vois. C'est la famille, c'est évidemment les liens directs, mais aussi, c'est aussi les personnes qui ont été avec toi pendant toute ta vie. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Quel était le métier de tes parents? Tu m'as dit ta maman et... Ouais, alors donc ma mère, elle était donc assistante familiale, assistante maternelle, assistante familiale, donc vraiment au service à l'enfance. Mon père était ouvrier menuisier. Mhm. Voilà. Donc c'est, tu vois, parcours assez classique de l'immigration d'Afrique du Nord qui est arrivée en 2 vagues. La première pour reconstruire la France, grosso modo, et la deuxième à la faveur du regroupement familial. Peux-tu me décrire Ahmed adolescent? Adolescent, toujours dans le 18e. Il y avait des choses nouvelles à l'adolescence parce que du coup j'ai connu d'autres quartiers de Paris, parce que Paris n'était pas qu'un village qui se limitait au 18e. Moi j'étais dans un lycée donc de zone, donc en fait dans une zone qui est plus large, donc j'étais dans le 8e à Chaptal. Donc d'une certaine manière déjà, et je le dis un peu bêtement, mais c'est découvrir que Paris est bien plus grand et bien plus divers que ta première vision du monde. Et avec ça vient l'adaptation à une nouvelle catégorie de population qui était en fait un quartier qui était beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus riche, des camarades de classe qui viennent de milieux bien plus différents et bien plus favorisés. Une époque aussi où tu te construis, quoi. Tu vois, tu commences à te construire, tu commences à chercher à être un peu plus autonome. Mais tu vois, toujours dans un espace qui était assez safe, tu vois. Moi, je dis souvent à ma mère que je n'ai pas fait beaucoup de problèmes à l'adolescence. J'ai fait quelques bêtises d'adolescent, et globalement, ma vie, elle se passait principalement entre le stade de foot et la PlayStation, quoi. Donc, tu vois, je pense que pour des parents, c'est relativement safe. Qu'est-ce qui te passionnait à cet âge? J'avais pas de passion particulière, mais j'avais de la curiosité. Tu vois, j'avais de la curiosité sur ce monde qui commençait à s'ouvrir, de la curiosité pour tout ce qu'on pouvait, tu vois, faire dans une société ouverte et avec un peu d'ambition et un peu d'engagement. Et puis ça a été aussi l'époque, je dois dire, de ma première vie de lecteur. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, avant l'adolescence, je lisais des BD quoi, quand je lisais. Et à l'adolescence, c'est le moment où j'ai commencé à découvrir la littérature. Donc, commencer à lire des livres, commencer à prendre aussi du plaisir à l'écriture, tu vois, à reconnaître le style d'un écrivain par rapport à un autre, à apprécier un style par rapport à un autre. Mais sinon, si tu veux, c'était relativement routinier. Tu vois, j'avais la vie d'un adolescent de base dans un quartier normal à Paris, quoi. Voilà, rien d'exceptionnel. Mais il y a quand même une sensibilité qui commence à naître en toi à travers cette découverte des différentes strates sociales Ouais. à Paris, Ouais, à travers les livres que tu lis. ouais. Donc il y a une certaine sensibilité. Une ouverture au lecture. monde. Oui. Une ouverture au monde. Franchement, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut. Si je devais faire le bilan de qu'est-ce qui est arrivé, tu vois, à l'adolescence, c'est vraiment de découvrir que le monde est plus grand. Vraiment plus grand et qu'il est si on veut, qu'il est à notre portée. Commencer à comprendre ça. Alors qu'avant, vraiment, tu vois, avant d'entrer au lycée, ma vie, c'était vraiment le 18e. Tu vois ce que je veux dire? J'allais pas plus loin que Place de Clichy, quoi. Vraiment, littéralement. Mais le paradigme avec lequel tu réfléchis est très différent parce que tu as vu, on va dire, une différente strate sociale, mais tu t'es dit que c'était à ta portée. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Oui. Donc ça a permis, si je comprends bien, une certaine ambition de se mettre en place dans ta tête. En fait, pour moi, c'est plus que. Je vais pas comme ça
sermonner avec des visions du monde et tu vois, comment ça marche la vie. Mais pour moi, c'est un peu comme, tu sais, quand tu joues au jeu de stratégie Age of Empire où tu commences, ta carte, elle est toute noire et tu as ton personnage au milieu. Et en fait, le cercle s'élargit petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, au début, tu as l'impression que tu vois, ton petit périmètre, c'est le monde entier. Et puis, la vie, en fait, va te mettre dans des chemins de traverse où tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés autrement, qui vont t'ouvrir d'autres portes et d'autres chemins. Et en fait, tu commences petit à petit à comprendre que ce que tu avais vu jusqu'à présent, c'est vraiment pas le bout du monde, qu'il y a beaucoup plus. Mais ce process, en fait, je pense que c'est un process de toute une vie. En fait, il s'arrête pas. C'est juste que l'adolescence, ça a été la première étape, le premier moment où j'ai commencé à découvrir que, en fait, la carte, elle est plus grande que ce que je pouvais imaginer jusque-là. Donc, la carte s'élargit et tu vois loin. Si je comprends bien, tu as fait l'ENA. Ouais. Donc, l'ENA, pour beaucoup, c'est un peu le Graal de la République française. Comment un jeune d'origine maghrébine, un Français d'origine maghrébine du 18e, rentre dans l'ENA? Est-ce que tu peux me faire le parcours de quand tu étais jeune, donc de cet adolescent, et ce jeune Ahmed qui rentre à l'ENA? Ouais, alors, le chemin, il n'est pas si direct que ça. Donc, il y avait évidemment, tu vois, des détours et des étapes intermédiaires. Mais en substance, tu vois, si je devais essayer de synthétiser comment ça s'est passé, ça a été un mélange de parce que tu es là, c'est normal que tu passes à l'étape d'après, et de jugement personnel et de choix personnels. Le caractère automatique, c'est typiquement, tu arrives dans un lycée parisien, donc c'était Chaptal, où à l'issue de la terminale, tu vas en prépa. Ça, c'est automatique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais dans un cursus où on envoyait naturellement des élèves vers des parcours universitaires qui les amenaient, tu vois, à des concours, aux grandes écoles, et donc à tout cet univers-là. Cet univers-là, je l'ai découvert, si tu veux, de manière automatique. Parce qu'au départ, j'étais dans ce lycée qui amenait naturellement vers cette trajectoire. Après, ce qu'il y a de personnel, ça va être ce que tu fais de ce parcours automatique. C'est-à-dire, tu apprends au fur et à mesure que tu franchis naturellement les étapes, mais à chaque étape, tu vas rencontrer des gens qui vont t'ouvrir l'esprit. Au début, l'ENA, c'était un peu comme tout le monde, l'école des présidents. D'ailleurs, j'ai souvent gardé cette formule pour expliquer aux gens autour de moi ce que c'était l'ENA. C'était l'école de Chirac, l'école de Jospin et compagnie. Et limite, je me disais, tiens, c'est marrant de faire l'ENA pour devenir peut-être président. Mais ce n'était pas quelque chose de sérieux, tu vois. Ce n'était pas un projet formulé pour lequel j'avais une certaine détermination. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à l'issue de la terminale. Il fallait aller en prépa. Et il y avait le choix de la prépa scientifique ou de la prépa commerciale. À l'époque, j'avais passé une année épouvantable avec ma prof de physique-chimie. Je me suis dit, je ne veux plus faire de physique-chimie, donc je suis allé en prépa commerciale. Je suis arrivé en prépa commerciale. Là, tu as plusieurs options devant toi. Comme tu sais, les écoles de commerce. Et moi, j'ai fait AC pour accéder à l'ESCP. Et pourquoi l'ESCP? Parce qu'il y avait à l'époque un programme européen. Et ce programme européen, il permettait de vivre 2 ans à l'étranger, en Europe. Et donc, j'ai vécu à Londres et à Madrid. C'était de très, très belles années. Et la dernière année à Paris. Et en fait, c'est quand j'étais à l'ESCP, donc tu vois, c'est quand même plusieurs étapes après le lycée, que je me suis vraiment mis en marche pour passer et préparer le concours de l'ENA. À la fois parce que j'avais cette petite idée qui trottait derrière la tête, tu vois, ça vient jamais de nulle part. Mais aussi parce que petit à petit dans mon parcours, j'ai nourri cet appétit pour des questions publiques, pour des questions d'intérêt général, et que à mesure que j'avançais, j'ai eu accès à des stages dans l'administration, j'ai rencontré des hauts fonctionnaires, et je me suis dit, oui, tiens, c'est vraiment ça que j'ai envie d'essayer. Est-ce que intérêt général et altruisme riment? Elle n'est pas simple ta question, parce que j'ai démissionné de la fonction publique et c'est difficile pour moi de donner des leçons. En fait, je veux simplement comprendre le cheminement de cet Ahmed-là, bien sûr, qui à un certain moment a développé une ambition, qui par une chaîne d'événements s'est retrouvé
à choisir l'ENA. Ouais. Et le choix a été motivé par... Et voilà. Donc, mais c'est encore une fois, c'est pour moi vraiment, c'est jamais, tu vois, linéaire. Tu vois, c'est jamais. C'est toujours une composante de plusieurs influences, tu vois. Mais grosso modo, il y avait forcément un aspect de challenge. Tu vois, forcément un aspect de perf. Tu vas me dire, bah, c'est le concours le plus dur de France. Donc, bah, évidemment, il y a plein de concours qui sont difficiles en France. Attention, mais c'est un des concours les plus difficiles de France. J'ai envie de prendre le challenge. Donc, il y avait cette partie de la motivation. Mais ça suffit pas. Tu peux pas te dédier à cette préparation et ensuite dédier des années de ta carrière professionnelle à la fonction publique en étant juste poussé par le challenge. Mais il faut avoir cette ambition au départ. Parce que... Chacun son jardin secret. Tu ne sais pas, il y a des gens qui ça peut être leur carburant. Oui, mais mon intuition quand même, c'est que c'est difficile de tenir parce que c'est quand même très dur. Après, tu as ce qu'on appelle, tu sais, l'engagement décennal, donc tu dois travailler dans la fonction publique. Tu peux pas y aller en étant sûr, tu vois, en te pinçant le nez, en disant je déteste la fonction publique. Ça, c'est impossible. Ensuite, tu as eu des choses très concrètes qui sont arrivées dans mon parcours. J'ai fait du droit en parallèle de l'ESCP. Et le hasard, les circonstances ont fait que j'ai beaucoup aimé le droit public. Tu vois, donc ça a été un appétit intellectuel, théorique. Je me suis dit, bah, si le droit public c'est ça, si dans ma vie je fais plus de droit public, moi ça me plaira. Tu vois. Et troisièmement, des expériences concrètes. Dans le sens où quand j'étais en stage à l'ESCP, par exemple, tu vois, j'avais fait des stages en project finance, le financement d'infrastructures publiques. C'est des questions qui m'avaient beaucoup intéressé. J'avais fait un stage à la DGCCRF, donc à la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, où j'avais fait l'expérience du process d'écriture des lois, du process législatif. Ça m'avait beaucoup plu. En fait, je me projetais dans un métier. Je me disais, ça me plairait vraiment de faire ça. Et donc, tu as forcément un sous-jacent qui est l'intérêt général, ça me plaît. Œuvrer pour des projets d'intérêt général, ça me plaît. Mais c'est pas tu vois, à un moment, ça doit se concrétiser dans des choses, dans des choses incarnées, quoi. C'est genre, mais qu'est-ce que ça va être concrètement ton métier ? Qu'est-ce que tu vas faire au quotidien ? Et est-ce que tu es sûr que ça te plaît ? Voilà. Et ta question d'origine, en fait, je voudrais bien y revenir parce que beaucoup disent que voilà, il n'y a pas beaucoup de Français d'origine maghrébine à l'ENA ou dans les grandes écoles. Je voudrais quand même te la poser, même si elle paraît incongrue. Est-ce que tu t'es senti à ta place une fois arrivé à l'ENA ou pas ? Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour ? Alors déjà, moi, je me suis toujours senti à ma place où que j'aille. Tu vois. Donc, j'ai jamais eu le sentiment de... tu vois, ou alors, si je ne me sentais pas à ma place, c'est parce que je ne voulais pas y être non plus. Tu vois. Donc, c'est pas parce que je me sentais rejeté. Tu vois ce que je veux dire ? Deux, je vais le dire un peu directement, mais... Vas-y. En fait, quand tu réussis un concours de ce genre, ça te détend sur pas mal de choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu as passé ce genre d'étape, tu vois, c'est un peu genre mic drop, tu vois, genre c'est bon, ciao, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais pardon de le dire comme ça, mais je vais te raconter une petite histoire rigolote. Donc, tu te souviens, quand je t'ai dit, je disais, l'ENA, c'est quoi le président ? Parce que flemme d'expliquer, ouais, non, mais tu sais, la haute fonction publique, on fait des décrets, et tu comprends, on les négocie, etc. Et donc, quand j'expliquais à mes parents, pourquoi je faisais ça et pourquoi je continuais après le SCP et que j'allais pas trouver un travail, etc., je disais, bah, c'est l'école, regarde, Chirac fait l'ENA, Jospin fait l'ENA, c'est l'école des présidents, des gens très intelligents, tout ce que tu veux. Elle, ma mère, a été contente pour moi quand j'ai réussi ce concours parce qu'elle a vu le travail que j'avais réalisé. Tu vois. Donc, elle était contente comme une mère est contente pour son fils qui a réussi, qui s'est donné la peine, pour qui ça a été dur et qui a réussi ce qu'il avait fait. Ça me laissait passer une autre chose. Donc, ma mère est assistante familiale. Je peux parler de ces situations parce que je pense que l'ensemble des interlocuteurs de ces scènes sont désormais à la retraite. Mais quand ma mère a commencé à dire à ses employeurs, à ses interlocuteurs que j'avais réussi le concours de l'ENA, elle a senti comment le regard a changé sur elle. Tu vois, comment on a commencé à pas la prendre plus au sérieux, tu vois, pas la traiter avec de meilleurs égards, tu vois.
Mais elle a senti que le regard avait changé. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, à ton avis? Bah, parce que la perf, tu vois. Tu vois, je te dis, je pense qu'il y a un côté les gens sont mis dans des cases. Donc, en gros, ok, madame, vous gardez des enfants. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bac plus 2, bac plus 3, statistiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Et là, d'un coup, tu as un outlier, tu vois, Elena. Et donc, tu vois, ça reconfigure un peu le cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois ce que je veux dire? Et je tiens, deuxième truc, moi, c'est plutôt ça qui m'amuse, tu vois, c'est ma sœur. À l'époque, je me souviens, elle était au collège. Elle était au collège et elle devait écrire, tu sais, les fiches au début de l'année que font tes parents, le numéro de téléphone, etc. Et à un moment, elle devait écrire quelles études font tes frères et sœurs. Donc, ma sœur avait écrit frère ENA. C'est pas qu'à l'époque, j'étais à l'ENA. Sa prof lui a dit non, tu t'es trompé. C'est pas ça que tu as voulu dire. Mais parce que les gens, mais souvent sans être méchants en fait, c'est juste qu'ils partent sur des schémas, ils se rendent pas compte à quel point ils sont influencés par des biais inconscients qui les structurent. Ils sont pas méchants. Là, je suis sûr que la prof de ma sœur Manel, elle considérait pas que, tu vois, des fils d'immigrés arabes pouvaient pas faire l'ENA. Non. Mais c'est juste que son réflexe de base, son réflexe reptilien, son premier réflexe quand elle a vu ça, c'est de dire non, tu t'es trompé. C'est ouf quand même. Bah oui, en fait, on réfléchit comme ça. En fait, on fait des raccourcis pour se simplifier la vie, mais parfois ils nous desservent. Oui, mais après, tu vois, c'est vraiment pour dire que ce sujet, c'est beaucoup un sujet de perception, parce que la réalité, c'est que, alors, je peux pas parler pour toutes les promos de l'ENA, je peux seulement parler pour les quelques promos qui m'ont précédé et les quelques-unes qui m'ont succédé. Bah, je vais pas rentrer dans des stats, tu vois, mais franchement, tu as 5-6% de la promotion qu'on peut raisonnablement identifier au doigt mouillé comme issus de l'immigration, tu vois, issus d'une filière des parents immigrés qui ont grandi en France et qui ont. Et 5-6%, alors on pourra toujours dire c'est modeste, c'est pas assez ou quoi que ce soit, mais c'est quand même quelque chose. Ah oui, oui. Tu vois, c'est pas un poisson volant une fois tous les 5 ans, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu as découvert sur les codes du pouvoir français ou alors de ce qui fait l'État français en rentrant à l'ENA et en travaillant dans la haute fonction publique? Alors, si tu veux bien, et je te remercie d'avoir utilisé ce mot, je vais commencer par répondre sur les codes, avant de parler des codes de la haute fonction publique. Et c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent quand j'ai l'occasion, tu vois, de recevoir des coups de fil, des demandes de jeunes qui sont en recherche d'orientation ou de conseils. En fait, les codes structurent notre société. Des codes, il y en a dans chaque groupe. Tu vois, les musulmans de France ont des codes, les joueurs de foot ont des codes, les gamers ont des codes. Tu vois ce que je veux dire? Et découvrir qu'à chaque fois que tu rentres dans un nouveau groupe que tu connais pas, comprendre que ce groupe a des codes, que si tu veux faire partie de ce groupe, il faut à minima tu comprennes les codes, que tu peux pas arriver sans adhérer d'une certaine manière à ces codes pour pouvoir les utiliser, communiquer, naviguer, voire les utiliser à ton avantage. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu peux être frustré et te retrouver dans des situations d'incompréhension type j'en sais rien moi, ça s'est mal passé dans mon stage, ça s'est mal passé avec mon employeur, j'arrive pas à nouer des contacts avec telle ou telle personne. Et moi, le jour où j'ai vraiment découvert que ces codes avaient un poids, c'est justement pendant la préparation du concours de l'ENA. En préparant le concours de l'ENA, à un moment dans la préparation, j'ai compris que ce concours, c'est pas un concours de qui est le plus intelligent. En fait, c'est un concours de recrutement. Ce concours vise à recruter des fonctionnaires. Et les gens qui vont t'évaluer et juger de ta prestation sont tes futurs collègues, en fait. Ce sont des hauts fonctionnaires qui ont leur carrière déjà bien établie. Et donc, d'une certaine manière,
ce que cherchent ces gens qui évaluent, ce sont leurs futurs collègues. Et ils cherchent leurs futurs collègues, évidemment, avec leur code, avec ce code de la haute fonction publique, ces allant de soi, ce savoir-être du haut fonctionnaire. Et une fois que tu découvres ça, une fois que tu commences à comprendre ça, que tu commences à sentir ce truc, tu te dis, OK, maintenant il y a des épreuves pour passer ce concours, et donc dans chacune de ces épreuves, on va vouloir laisser des traces de ce que sont ces codes. Je te donne un exemple très concret. À mon époque, à l'ENA, il y avait une dissertation de culture générale. Bon, culture générale, voilà, quoi. C'était vraiment, on te donne n'importe quel sujet et tu dois déblatérer pour raconter autant que tu peux sur ce sujet. La pire des erreurs à faire quand on se donne à cet exercice, c'est de croire qu'il faut produire la meilleure copie de culture générale, la copie la plus intelligente. Non. Ce qu'il faut dans cette copie de culture générale, c'est de montrer qu'on sait répondre au sujet comme un haut fonctionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir donner quelques références, mais pas trop abuser. Montrer qu'on sait à la fois couvrir, rester dans le superficiel, mais être capable de balancer 2-3 points, 2-3 formules bien senties pour montrer qu'on a à la fois l'aisance dans le vocabulaire et une espèce d'agilité d'esprit. Être capable toujours d'être dans la bonne fenêtre des positions qui sont communément admises, et tout ça avec un style administratif bien rodé. C'est pas du tout une épreuve d'intelligence. C'est une épreuve de t'as compris les codes, tu rentres dedans et on te spoons au passage. Non, mais c'est vrai. On te valide. On te valide. Mais attention, je veux pas laisser penser derrière que c'est juste, tu vois, du complot. Ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est normal, en fait. Tu vois, c'est un concours de recrutement. La haute fonction publique a des codes. Ces codes, il faut à minima que tu les comprennes si tu veux rentrer dans cet environnement-là. Et une fois que j'avais découvert ce sujet, en fait, rétrospectivement, je me dis, finalement, Ahmed, à chaque fois que tu as ton cercle, si on revient à Age of Empires, le cercle qui s'élargit, à chaque fois que le cercle s'est élargi et que j'ai eu la faculté tu vois, de naviguer, tu vois, dans ce cercle plus large, et c'est parce que, en fait, peut-être inconsciemment, j'avais senti qu'il y avait des codes et j'avais réussi à jouer avec, à être à l'aise avec ces codes. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que, je pense que s'il y a quelque chose qu'on devrait diffuser très très largement à des jeunes qui cherchent à s'orienter, à des jeunes qui cherchent en particulier s'orienter dans des carrières vers lesquelles ils n'ont pas de point d'accroche, tu vois, ou un réseau naturel, il faut absolument leur faire comprendre ça. Mais où est-ce qu'on peut trouver ces codes-là? Mais il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a pas écoute, il y a pas. C'est très artisanal. Moi, à mon niveau, j'essaye autant que possible de le diffuser. J'ai quelques, tu vois, par exemple, quelques copains qui comprennent un peu ce sujet, qui essayent de le diffuser à leur niveau. Mais c'est vrai que à ma grande frustration, j'ai jamais trouvé, tu vois, dans l'univers de l'accompagnement scolaire, tu vois, du coaching, etc. J'ai jamais trouvé cette approche-là par le code, tu vois. Et je crois qu'en France, s'il y a cette approche-là, elle aurait vraiment beaucoup de clients parce que les gens ne comprennent pas les codes et c'est pas qu'il n'y a pas de volonté pour les comprendre, c'est qu'ils ne savent pas où trouver l'information. Et ils savent pas qu'ils existent surtout. Le principe du code, c'est que tu dis pas qu'il y a un code. C'est que le principe du code, en fait, c'est que tu l'incarnes, tu l'appliques comme si ça allait de soi. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un autre exemple très, très concret. À l'issue de chaque concours, chaque année, tu as un rapport du jury. Donc en fait, c'est le jury qui raconte ce qu'il a pensé des élèves, des candidats et de la promo qui a intégré l'école d'une manière générale. Et au concours de l'année qui avait précédé, la présidente du jury s'était plainte du fait que les candidats étaient moroses, monotones, arrivant tous avec un costume anthracite, super pâle, se ressemblant les uns les autres. Et elle avait écrit, à l'exception d'un candidat qui était arrivé en pantalon de velours, ce qui a apporté une certaine fraîcheur. Mais en fait, ce candidat, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il maîtrisait tellement bien les codes
qui s'est autorisé un petit pas de côté en se disant je prends pas beaucoup de risques en faisant ça. T'imagines le candidat qui arriverait et qui se dirait bah non, mais en fait, moi, je vais y aller en basket et en survêt. Quelle aurait été sa réaction? Elle lui aurait dit mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est la nuance en fait. La nuance est tellement subtile, Oui. qui est très difficile, vu que en plus elle n'est pas écrite, Ouais. qu'il est impossible à une personne qui ne maîtrise pas ses codes de faire mouche, alors qu'on se prépare 2 ans ou 1 an pour un concours où tu as juste une fenêtre de 15 minutes où tu parles devant des gens, et si tu rates ce choix-là, en fait c'est foutu. Ouais, mais à minima, de toutes les manières, il faut que tu sois dans une situation où tu peux communiquer avec les personnes. Donc, en fait, sur un même registre, donc sur les mêmes codes. Le cas de cette personne-là qui arrive, qui a abandonné son costume anthracite et qui est arrivé avec un pantalon de ville plus original, en fait, il l'a fait de manière inconsciente probablement, en sachant que ça choquerait pas. C'est ça le truc. Parce qu'il resterait dans le registre accepté. Et ça dénote en fait d'une compréhension encore plus profonde, d'une intégration encore plus profonde des codes. Oui. On va changer un peu de vitesse et je voudrais aborder un peu ton appétence à la question climatique. À quel moment s'introduit cette urgence climatique dans ton parcours personnel, dans ton combat, dans tes idées, dans les choses qui te tiennent à cœur? À quel moment? Donc j'étais à Bercy au Trésor, donc là dans ma carrière professionnelle de fonctionnaire, et j'avais commencé par différents sujets de régulation, de réglementation, à avoir accès à ces problématiques de dérèglement climatique et en réaction du financement qu'on peut apporter pour lutter contre le dérèglement climatique et de la responsabilité des entreprises, donc la RSE. La responsabilité des entreprises, ce qu'on peut admettre ce qu'on peut tolérer et pas tolérer des entreprises au regard de ces enjeux de dérèglement climatique. Donc ça a été ma première entrée dans le domaine. Après Bercy, j'ai passé plusieurs années dans un grand groupe qui s'appelle Engie, donc un groupe dans l'énergie, qui est connu historiquement pour le gaz, mais en fait qui a un profil d'activité extrêmement large. Et j'avais bossé à l'époque avec la directrice générale, Isabelle Cocher, sur pas mal de sujets, en particulier de stratégie. Et là, ça a été vraiment la période où j'ai approfondi le sujet à la fois du dérèglement climatique et de la réponse en termes de transition énergétique. La réponse en termes d'infrastructures nouvelles à déployer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et des solutions qu'on peut apporter également pour s'adapter aux effets structurels en fait, du dérèglement climatique. Donc, d'une certaine manière, ce dérèglement climatique, pour moi, c'est plus un décor de fond dans ma trajectoire professionnelle, qui m'a amené vers le métier que je fais aujourd'hui, dont on pourra parler plus tard, mais qui en fait est le nouveau contexte dans lequel on va vivre dans les prochaines années. Parce que, donc tu sais, il y a les accords de Paris qui disent on limite le réchauffement climatique à 2 degrés et dans la mesure du possible à 1,5. Le climat, c'est pas la météo. Le climat, c'est la tendance structurelle. La météo, c'est les mouvements infra-annuels qui sont autour de cette tendance structurelle. Il y a aujourd'hui vraiment plus de doute sur le fait que les causes de ce dérèglement climatique sont anthropiques, c'est-à-dire ce sont des causes de nature d'origine humaine, liées à l'activité humaine. Et pour tenir cette trajectoire de 2 degrés, si on y arrive, il faut à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos activités au quotidien, mais également, at some point, retirer du CO2 de l'atmosphère. Donc, tu as du CO2 qui stagne sur l'atmosphère et ce qui provoque cet effet de serre, en fait. En fait, l'effet de serre, c'est littéralement des rayons du soleil qui tapent la Terre, mais qui ne repartent pas dans l'espace. Parce qu'ils sont bloqués par une atmosphère qui est plus dense. Qui est plus dense parce qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Et donc après, le rayon du soleil, en fait, fait littéralement effet de serre.
Tu vois, donc il reste bloqué, il réchauffe l'environnement. Et donc ce monde-là, le climat va se dérégler. Il est en train de se dérégler, il va se dérégler. Et même si aujourd'hui, on mettait en œuvre tout ce qu'il fallait pour limiter à zéro nos émissions de gaz à effet de serre, on va continuer à subir les effets de ce dérèglement. C'est pour ça que je te parle d'un décor de fond, tu vois, dans lequel on va vivre. Et l'enjeu, c'est à la fois de préparer les nouvelles structures énergétiques qui vont être adaptées à ce nouveau monde, mais également de créer les nouvelles infrastructures qui vont nous permettre de nous adapter à un nouveau régime de climat. Oui, mais toi, dans tout ça, tu m'as expliqué d'une manière très intellectuelle ce phénomène, mais tu ne m'as pas expliqué d'une manière affective ce phénomène par rapport à toi. Pourquoi ça a résonné avec toi et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en as fait ton métier et si je comprends bien, pour expliquer aussi les personnes qui nous écoutent, tu as quitté la fonction publique pour embrasser ce métier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était finalement ce déclencheur? Parce que ça aurait pu être juste une curiosité intellectuelle, tu as lu sur le sujet, ça t'a super bien intéressé, tu es devenu assez éduqué sur la question, mais sans plus. Mais je vais être honnête avec toi, je ne suis pas rentré dans ce monde en me disant je vais sauver le monde. Pour le dire autrement, moi je suis rentré dans ce monde parce que c'était les infrastructures qui me plaisaient. Et c'est en même temps que j'ai découvert que tu vois, les infrastructures devaient s'adapter à la nouvelle donne climatique, qu'il fallait bien évidemment préserver les conditions de notre vie sur Terre, qu'il allait avoir des zones de la surface terrestre qui allaient devenir extrêmement difficiles en termes d'accessibilité aux ressources, mais même au quotidien de survie, en fait, de pouvoir continuer à peupler ces surfaces géographiques. Et dans tout ça, en fait, ce qui donne un sens à ce que je fais, c'est d'une certaine manière comment, au quotidien dans mon travail, je vais œuvrer à rendre possible la poursuite de nos activités et rendre possible pour chacun de continuer à vivre sur Terre grâce à ces nouvelles infrastructures, quoi, d'une certaine manière. Mais en fait, c'est arrivé un peu en même temps, parce que tu as d'autres personnes qui sont entrées dans ce secteur vraiment par le sujet du dérèglement climatique, et qui après se sont dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire pour que, tu vois, pour apporter ma pierre à l'édifice. Moi, ça s'est fait un peu en même temps. Plus que tu avais, on va dire, un savoir-faire, c'était plus, on va dire, cette appétence à la rédaction, si je dis pas de bêtises, des lois, parce que je crois que tu as co-rédigé un décret d'application, non, de l'article 29 de la loi énergie-climat. Ouh. Non, tu l'as pas. Ouais. Non, mais ça, c'était, c'est ce que fait un fonctionnaire en administration centrale. Tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'était, pourquoi tu as co-rédigé ça? Bah, c'est très simple. En fait, quand tu es en administration centrale, ton rôle, c'est principalement d'écrire de la réglementation. Et tu le fais grosso modo à 3 niveaux. Tu le fais en négociant à Bruxelles des normes, tu vois, des directives ou des règlements qui ensuite s'appliqueront en France. Donc là, tu es dans de la négociation pure. Avec les 27 États membres, les représentants des 27 États membres. Ensuite, tu as un travail de rédaction de projet de loi. Parce que comme tu sais, les projets de loi sont à l'initiative du gouvernement. Donc c'est l'administration qui littéralement écrit le projet de loi. Après, évidemment, il est voté par le Parlement, mais c'est l'administration qui écrit le premier projet. Et tu as un travail d'écriture de réglementation. Donc des décrets, des arrêtés qui émanent des lois. En fait. Souvent, la loi va appeler à un décret à rédiger. C'est ce qui s'appelle un décret d'application. Et de la même manière, en fait, l'administration va le rédiger. Et en gros, c'est les figures imposées de l'administrateur central. Et moi, j'ai fait les 3 choses. J'ai négocié des directives, j'ai rédigé des projets de loi et j'ai écrit des décrets. Et j'ai écrit en particulier un décret qui est assez connu dans le milieu, qui s'appelle la déclaration de performance extra-financière. En fait, c'est un décret qui
impose aux entreprises d'une certaine taille de communiquer au marché les actions et les KPI qui relèvent de leur impact sur l'environnement. Mais pas que, ça aussi des critères sociaux et des critères de gouvernance, mais principalement quand même des impacts sur l'environnement. Ça, c'était à l'époque où tu étais au Trésor, c'est ça? J'étais au Trésor. Ouais. Donc, tu n'avais pas encore eu cette rencontre avec le sujet profondément comme à NJ. Non, bien sûr, c'était très réglementation, c'était très papier, quoi. Ouais. Mais c'était une manière aussi de commencer à faire un pas dans cette direction. Oui, clairement. Tu as un tournant entrepreneurial, donc en 2020, tu as créé ta propre plateforme. 2021. Autant pour moi, 2021. Ouais. Tu as créé ta propre plateforme d'investissement et un cabinet de conseil. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce risque? Parce que tu avais on va dire, un bon job à NJ. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, tu te dis, OK, je plaque tout et je crée ma propre boîte? Non, mais ça me démangeait, en fait. Non, ça me démangeait. J'avais cette idée derrière la tête depuis un moment. Et puis les circonstances ont fait que j'ai considéré que c'était le bon moment pour me lancer. Ça, c'est en plein Covid, non? Non, justement. C'est après... c'est la fin... voilà, les fins du Covid. 2020, c'est plein Covid. Et moi, dans mes souvenirs, j'ai vraiment commencé à 100% été 2021, à la naissance de mon fils. Quelle superbe idée de tout lancer en même temps. Ça donne aussi de l'énergie. Ouais, il a pas mal pompé quand même. Tu m'étonnes. Ouais. Et puis en gros, mais tu vois, un deuxième, pour revenir à ta question qui m'a un peu déstabilisé tout à l'heure sur l'intérêt général et l'altruisme, tu vois, parce que quand même, j'ai démissionné de la fonction publique pour devenir entrepreneur, mais en continuant à rester dans des sujets d'énergie, d'investissement à impact. Et très honnêtement, aujourd'hui, dans ce que je fais au quotidien, j'ai pas l'impression d'être moins utile qu'un fonctionnaire pour l'intérêt général. Parce que je travaille sur des infrastructures pour le monde de demain. Je travaille sur des sujets qui concernent la société dans son ensemble et d'une certaine manière, je contribue à l'intérêt général par une autre voie. Et le climat ne connaît pas de frontières. Le climat ne connaît évidemment pas de frontières. Et donc, ça veut dire que, tu vois, pour moi, c'est plutôt un sujet de qu'est-ce que t'aimes en substance et dans des délimitations assez imprécises. Et après, ce que t'aimes va s'incarner dans des choses concrètes. À un moment de ta vie, ça va s'incarner dans le fait d'être fonctionnaire. À un autre moment de ta vie, ça va s'incarner dans le fait de travailler dans une entreprise qui avait des ambitions pour lutter contre, pour déployer des infrastructures dans la transition énergétique. Et à un autre moment de ta vie, c'est en étant un entrepreneur dans ce secteur-là. Mais il y a une lame de fond. Le fond reste le même, mais la forme change. La forme change, exactement. Et ça aussi, c'est un truc que j'essaye de... Ce serait bien qu'on le dise plus largement à des jeunes qui cherchent leur voie. C'est de leur dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous ferez concrètement au quotidien. Posez-vous plutôt la question de ce qui vous plaît et essayez sur cette base de trouver, tu vois, des applications concrètes dans lesquelles vous pouvez vous épanouir. Voilà. Prenez le problème dans le bon sens. Voilà. Parfois, j'entends des trucs, oui, mais tu comprends, mais si je fais 4 ans dans l'administration et après, je vais chez Goldman Sachs et puis après, peut-être que je peux rentrer dans un fonds. Et puis, est-ce que tu aimes ça, en fait? Est-ce que ça te plaît? Pourquoi tu as envie de le faire? Est-ce que tu penses qu'il faut que j'aille en cabinet avant ou pas? Tu vois? Et souvent, c'est juste, je ne pose pas les questions dans le bon sens. Faut-il parfois aussi avoir le courage de quitter? Parce que, tu sais, je sais pas, en fait, j'y crois parfois. Moi, je sens qu'il y a un gène d'aventurier. Il y a des gens qui prennent plus de risques que d'autres. Oui. Il y a des gens qui se contentent de leur premier choix et ils y restent prisonniers. Ouais. Et donc, je sais pas. Donc, mais il y a une question, je suis d'accord avec toi. Ça dépend des gens. Non, je suis d'accord. Tu as pris le risque. Et pas mal de personnes aussi auraient pu te dire, mais pourquoi tu crées ta boîte alors que tu as un poste très établi à NJ ou autre, à la fonction publique qui est très stable, mais tu as quand même choisi. Je vais dire, je pense, et je lui rends hommage ici, je pense que c'est ma femme qui aurait pu me le dire.
parce que c'est elle qui sait tout. Et elle me l'a jamais dit. Elle m'a jamais fait cette remarque. Parce qu'effectivement, je pense qu'elle savait que c'était au fond de moi, quoi, que ça correspondait à ma personnalité et que ça servait à rien de lever un obstacle. C'est clair. Ouais. C'est clair. Donc, tu es aujourd'hui CEO et fondateur de Nautilus Energy, venture partner chez Cash, des copains, ouais. Et managing partner chez Tipasa. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais dans tout ça? En fait, c'est principalement 3 choses. Si je devais synthétiser sur l'ensemble de ces sociétés, c'est de l'investissement, du conseil strat et un petit peu, on en parlait un peu tout à l'heure, un petit peu de éducation professionnelle, formation. Voilà. De l'investissement dans des projets qui prennent la forme soit des projets vraiment de développement d'infrastructures, soit dans des startups. Du conseil strat qui est un peu plus traditionnel, tu vois, du conseil corporate comme pourrait le faire un Bain, McKinsey ou autre, et des tentatives dans le monde de l'éducation, mais plus parce que ça me plaît que parce que, tu vois, j'y dédie 100% de mon temps. C'est un peu plus opportuniste entre de la production de contenu, des formations qu'on arrive à vendre, ou des schémas dans lesquels je me dis ce serait bien d'essayer d'investir dans une école nouvelle ou autre dédiée à la transition énergétique. Et dans ces 3, qu'est-ce qui te fait vibrer? Professionnellement, moi je viens vraiment du monde du développement de projet. Donc ce qui m'excite le plus, c'est dans le monde de l'énergie, ça renvoie à des choses très précises. Hein, le développement de projet, c'est le développement de projet d'infrastructure. C'est comme un promoteur immobilier. C'est comme un producteur de films de cinéma. C'est un développeur qui va, par exemple, décider d'installer des bornes de recharge électrique. Quand j'étais chez Engie, j'ai monté une activité de mobilité électrique qui va déployer des bornes de recharge électrique un peu partout en France. Qui va faire les études d'installation, qui va faire les achats et le financement, et qui ensuite va les opérer. Ça, c'est vraiment la vie d'un développeur. Et le développeur, son problème, c'est que, à moins qu'il ait beaucoup d'argent au départ, il n'en a pas beaucoup, donc il est obligé de s'autofinancer au fur et à mesure que son projet avance, tu vois. Exactement comme un promoteur immobilier. Et il va s'autofinancer en passant des étapes, parce que tu dérisques ton projet au fur et à mesure que tu avances, tu vois. Tu as des étapes assez concrètes où ta proba d'échouer, entre guillemets, baisse. Donne-moi un exemple. Par exemple, quand tu as signé un bail pour un terrain, ton projet il est plus avancé que quand tu n'as rien du tout. C'est clair. Parce que tu as déjà un bail, tu as un contrat, tu as quelque chose qui a de la valeur. Ensuite, quand sur ce bail, tu as signé un raccordement au réseau Enedis pour pouvoir, tu vois, envoyer de l'électricité sur le réseau, tu as franchi une deuxième étape sérieuse. Parce que ce raccordement Enedis, ça prend du temps et ça a de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu t'arrêtais, tu en avais marre de continuer, tu pourrais vendre ce que tu as développé à un autre développeur qui dit ok, moi je reprends à cette étape, le terrain, je reprends tes 2 contrats, le bail et le raccordement, et je vais déployer ma propre infrastructure. Donc, j'imagine que tu fonctionnes beaucoup avec des deadlines et du stress qui fonctionnent en dents de scie. Ça dépend à quel moment de l'année on te voit. Franchement, on se fait souvent des blagues entre collègues, mais c'est un métier de masochiste. C'est un développeur de projet, c'est vraiment un métier où tu te fais du mal parce que c'est un combat permanent avec des vents contraires. C'est la vraie vie au quotidien, quoi. Tu dois... imagine, tu vois, une table dans un navire, dans une tempête qui est à 2 doigts de couler. Et là, tu as 10 personnes que tu dois maintenir en équilibre pour lire le contrat et le signer, quoi. Donc, c'est à peu près ça. Et c'est... L'image est frappante. Non, mais je pense... Et d'ailleurs, franchement, c'est marrant parce que j'ai discuté avec un copain qui est un ancien consultant qui s'est lancé dans la production de documentaires. Moi, je ne connaissais pas ce métier. Un jour, il me raconte, il dit, voilà, pour produire un documentaire, au début, tu as une idée. Après, tu as l'idée, il faut que tu commences à sécuriser des subventions. Après, il faut que tu bookes ton réalisateur. Après,
tiens, ça me rappelle quelque chose. Et je lui dis, en fait, on fait exactement le même métier, mais dans des environnements professionnels complètement différents, tu vois. Et ça me motive. Ça me motive énormément. Ok, donc Mazo sur le fond. Ouais, mais bon, c'est parce que derrière, il y a des belles choses qui sortent. Je te taquine. Ouais. Je te taquine. Je voudrais passer un peu sur un événement. Tu reviens récemment d'un voyage de Chine. Ouais. Où tu es allé là-bas pour un projet, si je comprends bien. Peux-tu me décrire précisément ce que tu as vu là-bas qui t'a interpellé? Alors déjà, je recontextualise. Dans le monde de l'énergie, des énergies nouvelles, la transition énergétique, la Chine, c'est un pays incontournable. Pas loin de 90% des équipements solaires, batteries, bandes de recharge et autres viennent de Chine. Voilà. Il y a un rythme de déploiement de ces nouvelles infrastructures en Chine qui est décoiffant. Alors que, pour te donner des espèces d'ordre de grandeur, d'une année sur l'autre, la Chine installe en panneaux solaires un équivalent de France plus Allemagne, tu vois. Donc c'est gigantesque. C'est une échelle incommensurable. Ça veut dire qu'il se décarbonise beaucoup plus rapidement que le reste du monde? Oui et non, parce qu'en fait, il continue à se développer, donc il continue à mettre en ligne des centrales à charbon, par exemple. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un point d'inflexion où le mix énergétique chinois va très très clairement se décarboner à un rythme exponentiel. Ça apparaît pas encore clairement dans les trajectoires, parce qu'en fait, leur problème, c'est vraiment la souveraineté énergétique. Donc, comme ils ont du charbon, ils veulent aussi déployer des centrales à charbon. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que ça fait partie des ambitions politiques. C'est pas, tu vois, c'est pas de l'opportunisme. C'est une vraie vision à long terme d'une Chine complètement électrifiée et décarbonée. Donc, c'est un pays incontournable dans mon métier. Et j'avais décidé d'organiser ces déplacements à un moment où en Europe, on s'enlisait un peu. Avec, tu sais, les guerres commerciales, les nouvelles priorités qui sont maintenant la défense, c'est plus l'énergie et autres. Et on vit quand même en ce moment une période où on se parle en juillet 2025, où globalement, dans nos sujets, c'est plutôt lent. Ça pourrait aller plus vite, tu vois. Les projets pourraient avancer plus vite. Aujourd'hui, c'est un rythme qui est plutôt lent. Et moi, je me suis dit, je vais saisir cette occasion de cette lenteur en France pour aller faire ma veille, mon tour du monde, développer mes contacts sur des nouveaux projets à déployer. Et donc, j'ai évidemment pas regretté. L'ambition, elle est démesurée. Elle est vraiment démesurée. J'ai senti, en fait, ce qui m'a fait beaucoup de bien à un moment où, je te dis encore une fois, les débats en France, on s'enlisait, c'est de sentir un pays tourné vers l'avenir. Un pays qui se disait en construction, tu vois, en 2050, en 2060, en 2070, et qui s'organisait pour ça, d'une certaine manière, qui donnait l'impression de s'organiser pour ça. Et en contraste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, en fait, c'est quoi en fait cet état d'esprit différent en fait? Est-ce que c'est juste par rapport à cette vision? Parce que la France a une vision finalement. Eh ben pas tant que ça. Ah oui? Mais oui, pas tant que ça. C'est ça qui est... c'est ça qui m'a frappé. C'est quand même la France a porté je crois que c'était la conférence de Paris de 2015, si je dis pas de bêtises. L'accord de Paris, bien sûr. L'accord de Paris, ouais. Donc quand même la France a été un peu un moteur dans cette course à la décarbonisation mondiale. Bien sûr. Et aujourd'hui, donc 10 ans après, quel est l'état? En fait, c'est des changements de priorité politique. Tu vois, t'as tout. J'abuse en disant ça, mais je caricature. Mais tous les 6 mois, t'as la nouvelle priorité politique du moment, et on va décider de repeindre à la bonne couleur tous les financements qui vont aller dans la bonne direction. Si tu prends les exemples, par exemple, on va produire des panneaux solaires en France, on va produire des batteries en France, etc. Tu vois que c'est des projets qui sont toujours beaucoup plus lents que ce qu'on espère. Il y a toujours 50 000 obstacles, des empêcheurs de tourner rond qui vont t'expliquer que tu peux pas, que si, que ça.
Et puis à un moment, tu as Trump, guerre commerciale. Ok, maintenant, on fait que de la guerre commerciale et on zappe tout le reste. Et même si, évidemment, on a une position, et surtout grâce au réseau nucléaire en France, une position très avantageuse, en particulier Par rapport à l'Allemagne, par exemple. au mix énergétique, moi, aujourd'hui, je ne sens pas d'ambition industrielle. Il n'y a pas une ambition industrielle de faire émerger une filière industrielle de la transition énergétique en France. Alors oui, il y a des gigafactories qui vont sortir dans 3-4 ans peut-être, mais je ne sens pas le drive que j'ai senti en Chine. En Chine, il y a vraiment l'ambition de devenir, comme ils disent, un electrostate. Comme on utilise les expressions, tu sais, un petrostate, comme on a pu utiliser pour les pays du Moyen-Orient, de devenir, il y a cette formule qui m'avait frappé, tu vois, de devenir un electrostate. Mais parce que, au-delà de l'impact, tu vois, du dérèglement climatique, il y a une vision là-bas de faire émerger une filière industrielle, d'en même temps assurer une forme de souveraineté énergétique, parce que tous les électrons qui sont utilisés sont produits sur place, et donc une espèce de cohérence dans la vision, tu vois, qui fait que ce sujet, c'est pas juste le sujet de la priorité du moment, c'est plus un sujet de construction industrielle du pays à long terme. Mais toi, tu étais dans la fonction publique. Qu'est-ce que tu changerais, toi, personnellement, pour que cette vision puisse avoir lieu? Parce que je crois qu'elle est là. La société civile est très, très sensible à ça. Donc, s'il y a demain des changements ou des décrets ou des lois qui vont je te donne venir. un exemple tout simple. Alors déjà, certainement pas donner, tu vois, des leçons de morale ou expliquer comment on doit faire à des gens qui ont certainement réfléchi au sujet, même si j'ai quelques idées. Mais je vais te donner un exemple tout simple. En France, tu sais, tu as le débat, est-ce qu'on fait du nucléaire ou est-ce qu'on fait des intermittents? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? De quelle chapelle tu relèves? Tu vois, est-ce que toi, tu es plutôt un nucléaire? Est-ce que tu es plutôt un intermittent? Et à chaque fois, le sujet, en fait, ça qui est énervant, le sujet est politisé. Tu vois. Ça veut dire quoi déjà, intermittent? Je connais pas ce terme. Pardon, excuse-moi. C'est est-ce que tu veux développer du solaire, de l'éolien, qui sont des énergies intermittentes dans le sens où ils dépendent d'un productible qui est intermittent. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Le soleil, le vent, etc. Le nucléaire, tu vois, tu fais chauffer... constant. Exactement. Et voilà. Et en fait, ces sujets-là, qui devraient être des sujets techniques, principalement, sont extrêmement politisés. Et dès qu'ils sont politisés, en fait, ils sont à la portée d'arguments qui ne sont pas très intéressants économiquement. En Chine, ils font les deux en même temps. Ils ne se posent pas de questions. Ils disent on a besoin de nucléaire, on a besoin de solaire, on a besoin d'éolienne, on fait les deux. Voilà. Il y a une vision d'électrification de la consommation d'énergie en Chine, et ils y vont, et chaque source est à sa bonne place. En France, tu as en permanence ce débat récurrent. Est-ce que tu es pro-nucléaire? Est-ce que tu es contre le nucléaire? Est-ce que tu es pro-solaire? Est-ce que tu es contre le solaire? Est-ce que tu es pro-éolien? Au lieu de juste prendre en considération les mérites propres, des mérites économiques et environnementaux. Le temps long et le rythme de la nature. Le temps court et le rythme de l'homme, et particulièrement de l'homme politique. Ouais. Est-ce que c'est ce qui fait le défaut entre le système français et le système chinois, le système chinois n'a pas d'alternance de pouvoir, qui fait qu'ils peuvent tracer à 60, 100 ans une priorité, mais pas du tout le cas français. Ouais. Cette question, elle est très pointue, elle est très sensible, et déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune réponse simple et évidente. Alors, en revanche, tu peux essayer d'approcher le sujet en prenant en considération les mérites et les désavantages de telle ou telle position. Tu as besoin, sur des sujets d'infrastructure énergétique, sur des sujets qui engagent une politique industrielle sur plusieurs décennies, tu as besoin de stabilité. Donc tu peux pas, ce qui est arrivé par exemple pour le nucléaire, tu peux pas à un moment dire oui, puis stop, puis non, puis en fait oui, puis stop, puis non. Parce qu'à la fin, ce qui se passe, c'est que tu fais du surplace. Tu fais du surplace, très exactement. De là à dire qu'en fait, il n'y a qu'un système autoritaire qui permette d'aller sur le temps long, bah non. Non, je crois pas. Regarde le programme nucléaire français, qui est un vrai programme nucléaire.
a été construit et développé dans une démocratie. Le programme nucléaire français, c'est au doigt mouillé, tu vois, mais c'est années 60, années 80, quoi. Donc c'est quoi? C'est 3 décennies de déploiement d'un parc nucléaire parmi les plus importants au monde. Et il y a eu des alternances politiques. Mais pourquoi on ne peut pas refaire ça? Mais je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Toi, t'es invité, c'est toi qui Non, connais. mais moi, je suis plus dans ce truc. Tu es dans la fonction publique, Non, donc c'est mais toi qui dois connaître. Non, mais je suis plus dans Alors ce truc. imagine un simple citoyen français. Alors attends, déjà, la politique et la fonction publique, c'est pas pareil. La fonction publique, c'est l'administration. Mais ils sont adjacents, ils cohabitent. Ils cohabitent, ça c'est vrai, t'as raison. C'est pas la politique. Un administrateur, dans la fonction publique, on est neutre. On est loyal au gouvernement et on est neutre. Après, c'est peut-être aussi ça la question. C'est peut-être qu'une fonction publique un peu plus forte sur certains sujets stratégiques, pas tous, mais certains sujets stratégiques, peut-être que ça permettrait de faire avancer les choses. Peut-être. Je dis pas qu'il faut mettre un fonctionnaire derrière chaque décision économique, mais je dis que peut-être qu'effectivement, si à un moment on commence à parler de choses du type produire 50, j'en sais rien moi, 50 centrales nucléaires en France, peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un système de gouvernance qui permette de ne pas revenir sur le sujet tous les 4 matins. Voilà. Bon, en fait, il y a une certaine constance. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment nous avons, par exemple, un ministre de l'Intérieur qui parle, je sais pas moi, d'une certaine communauté comme la communauté musulmane ou du voile ou avec une certaine constance. Et de ça, c'est depuis l'alternance du pouvoir depuis longtemps. Qui parle aussi d'ailleurs d'énergie renouvelable, hein, alors que c'est pas son mandat. Oui. Et je comprends pas en fait cette constance-là qui n'a pas de production, qui n'emmène, qui est stérile, qui ne mène vers rien. Je suis d'accord avec toi. Comment ça se fait qu'on a cette constance sur quelque chose qui n'a aucun sens, alors que dans les sujets stratégiques, on les délaisse et on change d'épaule. Je pense, c'est jamais que mon avis, Ahmed. Moi, je pense que c'est parce qu'on est tourné vers le passé. C'est là la différence qui m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, par exemple, de la Chine, un des premiers trucs qui est tourné vers l'avenir. Et je pense que ce que tu viens de décrire, ce sont des symptômes d'un pays qui se crispe et qui se tourne vers un passé qu'il idéalise. Tu vois, je pense, tu vois, je dis pas que j'ai forcément la bonne raison, mais je pense qu'elle n'est pas complètement farfelue, cette raison. Oui. Je pense que c'est le symptôme tu vois, Après, Bruno Retailleau, c'est pas la France, hein, c'est une voix parmi 60 millions de Français en France. Mais cette voix-là, je pense qu'elle est symptomatique d'une vision tournée vers le passé, en fait. Une vision défensive. Une vision de je préserve quelque chose que je risque de perdre dans quelques années. Plutôt de se dire, qu'est-ce que je vais construire dans les prochaines années qui vont continuer à enrichir notre société. Ça, c'est un sujet que j'ai abordé avec plein de mes invités. Ils font à peu près tous ce constat, qu'il y a cette crispation identitaire, qu'il y a clairement un certain passé glorieux qu'on idéalise aussi, et on n'arrive pas à formuler un futur où il y a un projet commun, sociétal, mais aussi environnemental. Et malheureusement, on fait du surplace sur ce... C'est pour ça qu'on fait du surplace sur ce sujet-là. Je pense que franchement, je pense que tout est lié. Je pense que si tu retrouves, alors je connais pas la formule, tu vois, la potion magique, la formulation chimique pour avoir à un moment un renouvellement d'une classe politique qui va porter plus de sujets tournés vers l'avenir. Mais je pense que si à un moment tu arrives à retrouver ce mojo, tu vois, cet équilibre tourné vers l'avenir, d'une certaine manière, après ça va percoler sur l'économie, sur la vision sociale, sur de quoi on a besoin, de comment on réforme notre système scolaire, de comment on structure l'activité économique, qu'est-ce qui relève de l'État, qu'est-ce qui relève pas de l'État. Et en fait, on revient sur des questions qui sont un peu plus motivantes que juste se demander, tu vois, si on peut porter le voile pour faire du sport, quoi. Cette France-là est possible, selon toi ? Bah, elle a existé, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. C'est vrai que aujourd'hui, quand tu regardes les quelques indications qui nous sont données, ça donne pas beaucoup de signes permettant d'être optimiste. En gros, c'est très simple. Tu dis, bon,
Quelles vont être les forces vives de ce pays dans les années à venir? Voilà. La natalité baisse. On a un sujet, tu vois, de financement des retraites qui est chronique, récurrent, chronique. Pareil, tous les 2 ans, on a l'impression de l'avoir résolu et juste il revient 2 fois plus gros après. On a une espèce de crispation sur l'immigration et les nouvelles ressources, tu vois, des nouveaux travailleurs qui peuvent venir aussi contribuer à développer ces filières. Parce que des filières industrielles, à un moment, tu vois, c'est des gens qui installent, qui déploient. C'est des choses extrêmement concrètes. Donc, on a des crispations sur ces sujets. Tu vois, dans un monde où tu as besoin d'être à l'échelle, c'est-à-dire que la France face à la Chine, c'est quasiment rien. L'Union européenne face à la Chine, ça devient un sujet un peu plus équilibré. Mais à ce niveau-là, c'est pareil, tu vois. Il y a entre les populismes qui montent et le fait que peut-être que les dirigeants de l'Union européenne n'ont pas assez montré des bénéfices qu'apportait, tu vois, le groupement des États européens ensemble au sein de l'Union européenne. Bah, ça nous donne en fait une situation où de plus en plus considèrent que l'Union européenne sert à rien ou c'est un obstacle, et donc du coup d'où les Brexit et autres appels à sortir de l'Union européenne. Donc ça fait beaucoup de problèmes qui sont pris dans le mauvais sens et qui n'encouragent pas à être optimiste. Mais la réalité, c'est que si on voulait commencer à prendre les problèmes de manière lucide, dans le bon sens, mais en se posant la question de qu'est-ce que je veux construire pour l'avenir, plutôt que qu'est-ce que je tiens à préserver d'un passé qui m'appartient et qui est exclusif, et ben, tant qu'on ne commence pas à se mettre dans cet état d'esprit, on n'arrivera pas à résoudre des sujets. Et surtout, je pense qu'on va se heurter à une réalité qui est juste une réalité démographique, en fait. Tu vois, une réalité démographique qui n'en a à peu près rien à faire de la politique du moment. Un continent qui vieillit, à proximité du continent le plus jeune du monde, une faculté tu vois, de déploiement industriel qui est ralenti, des problèmes récurrents de financement. Tu vois, ça fait un peu cocktail explosif, quoi. Ça me rend pas hyper optimiste. Je voudrais te poser une question que je pose à tous mes invités. C'est par rapport à ta vision de la France. Donc, le slogan de UMUF, donc c'est un micro, une France, c'est l'acronyme, pardon, de UMUF, c'est un micro, une France. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est un travail de documentaliste, d'archiviste, comme les vidéos de l'INA qu'on voit en noir et blanc, afin de documenter cette France de 2025 à travers un spectre particulier. Dans ce sens, et dans ce contexte-là, peux-tu me décrire ta France ? Oui. Moi, c'est une France diverse et une diversité assez assumée. Vraiment. Moi, j'aime bien l'idée que je vis dans un pays ou dans une société qui a une histoire plurielle, tu vois, qui est nourrie de beaucoup de sources de toutes parts dans le monde. Tu vois, d'une histoire bretonne à une histoire, j'en sais rien, moi, sénégalaise, tu vois, d'une histoire vietnamienne à une histoire corse. Je reviens sur les sujets du 18e, tu vois, ce que je t'ai dit spontanément du 18e, c'était que c'était le melting pot. Alors je sais que c'est plus à la mode de dire ça, de dire non mais c'est bien une société diverse, mais moi j'y crois, tu vois, je trouve que c'est bien. Et je pense que si tu as des ambitions dans le monde, tu dois refléter le monde. Tu dois refléter ce qu'est ce monde. Bien dit ça. Non, mais tu peux pas, tu vois, sinon tu te voûtes, tu te renfermes et tu finis par être monochrome, mono-filière et tu te voûtes, quoi. Donc c'est une France qui est plurielle. Et encore une fois, je le dis pas, c'est pas un élément de circonstance. J'y crois profondément. C'est une France, j'aimerais une France des opportunités, une France où, pour des raisons évidentes que tu comprendras, mais une France où le talent est récompensé, où
ceux qui veulent aller au bout de leurs idées ont les moyens d'aller au bout de leurs idées. Une France solidaire. Et un pays où il fait bon vivre. Parce que la réalité, c'est que, tu vois, une fois qu'on oublie un peu tous les problèmes qu'on a au-dessus de la tête, c'est un beau pays. C'est un très beau pays. C'est un très beau pays. Mais on est entouré par un certain brouhaha. Exactement. Et c'est une caisse de résonance qui renvoie un bruit assourdissant, qui est constant et qui ternit un peu la réalité à tous les Français, de tous bords politiques, et qui leur fait oublier à quel point ce pays est beau, et à quel point il a des choses à offrir, et qu'il est unique aussi. Mais on perd cette unicité et on essaye de voir un certain passé glorieux, comme tu le dis, en essayant de le ramener au présent. Mais c'est une entreprise très difficile. Ouais. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est, j'espère, tu sais, c'est le tipping point. Peut-être que la version positive de tout ce qu'on se dit, c'est qu'à un moment, il y aura suffisamment de personnes qui pensent comme nous et qui auront suffisamment d'impact. Alors, une bonne mesure d'hygiène à adopter, c'est d'éteindre la télé, d'arrêter les chaînes d'infos en continu, tout ça. Je pense que c'est pas bon pour c'est pas bon pour le cerveau. Et en plus, ça reflète pas la société telle qu'elle est. Non, bien sûr que non. C'est une vision qui est complètement. Je me rappelle très bien quand il y a eu les Gilets jaunes et qu'il y a eu ces télés dont tu parles qui sont allés faire du micro-trottoir. Ils ne pouvaient pas le faire dès qu'ils tendaient le micro. On voyait le sigle de ces télés-là. Ils étaient chassés. Ça veut dire qu'ils ne représentent pas du tout le peuple. Ce sont des machines à hystérisation. Une machine à produire une population hystérique, donc une population à cran, et donc une population à la merci du premier discours venu. Dans cette beauté, tu as dit que la France est belle. Qu'est-ce que tu lui trouves de beau finalement à ta France, à toi? Bah déjà, c'est le pays où j'ai tous mes souvenirs, tu vois, donc forcément, c'est forcément un pays qui est beau pour moi. Mais il y a beaucoup de choses qui sont belles dans ce pays, tu vois, entre le patrimoine culturel qui est exceptionnel, qui est magnifique. Moi, je vais te parler d'une formule de Bourguiba qui m'a toujours beaucoup plu. D'un Bourguiba, donc le président, j'allais dire le président des États-Unis. Il aurait pu être président tunisien à l'origine de l'indépendance, qui était interviewé, qui avait dit, qui parlait de l'indépendance et de la lutte au moment de lutter. Alors moi, j'ai évidemment pas du tout cet héritage-là de la lutte pour l'indépendance. Je suis né en France, français, mais avec mes origines évidemment tunisiennes. Et lui, il racontait. Et on lui posait la question mais alors comment vous avez vécu ce moment de l'indépendance, finalement de la lutte contre la France, etc. Il a dit, mais vous savez, moi j'ai eu une partie de mon éducation qui était une éducation française. Et j'ai admiré cette culture française dont j'ai eu en partie l'héritage. Et il citait les grands écrivains du 19e siècle qui l'ont beaucoup marqué, Vigny, Hugo, etc. Et il a cette formule que je trouve magnifique, il a dit, ce qui fait que quand j'ai décidé de prendre la tête de ce combat pour l'indépendance, je l'ai fait sans haine, mais sans faiblesse. Je me rappelle très bien de cette formule. Elle est magnifique. J'ai combattu sans haine. Sans haine et sans faiblesse. Je trouve que c'est une formule magnifique. Et donc, je pense que l'héritage du patrimoine culturel français est, tu vois, authentiquement exceptionnel. Et j'ai la chance, comme Français, d'en bénéficier naturellement. Ce que je regrette, ce que j'aimerais plus, ce qui ferait que ma France serait encore plus belle, pour moi, c'est qu'elle assume positivement son passé. Tu vois, qu'elle assume cette histoire de l'immigration, qu'elle assume toutes ces filières, toutes ces trajectoires qui contribuent à l'alimenter, et que ça s'arrête pas juste, tu vois, aux tirailleurs, tu vois. Dans les livres d'histoire, c'est oui, il y avait des tirailleurs. D'ailleurs, on les reconnaît pas toujours à la bonne mesure, mais il y a bien plus que ça, tu vois. Il y a bien plus que ça dans ce qu'a
contribué à apporter l'étranger au territoire français. Je crois, quand Aristide Briand, en 1926, assiste à la cérémonie d'ouverture de la Grande Mosquée de Paris, il présente la France comme une grande puissance musulmane. Dans son discours, je ne connais plus la formule exacte, et c'est pas pour dire qu'il faut dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça dénotait ce genre d'ouverture que j'aimerais, tu vois, qu'on retrouve. Qui a été perdu. Qui a été perdu. Tu vois, qu'on retrouve dans ce pays, dans une forme évidemment renouvelée, mais qui soit inclusif. La France, dans son concept intellectuel, s'est définie en dehors de ses frontières hexagonales. Et en ce faisant, elle a englobé, elle a touché avec sa culture des populations qui n'avaient rien à voir avec elle. Puis elle s'est renfermée en se décolonisant. Mais cette promiscuité culturelle est restée avec les gens. Et il y a eu une sorte d'effet de turgescence. Il y a eu un appel d'air. Les gens sont venus vers cette culture qu'ils ont adorée. Et il ne faut pas leur en vouloir parce que c'est quelque chose qui touche, cette culture touche. Mais en même temps, cette France-là, cette même France, quand elle s'est définie en dehors de ses frontières, elle s'est définie avec une manière qui n'était pas forcément la plus pacifiste. Et donc, il s'agit pour que cette France puisse évoluer, il faut que cette France puisse se réconcilier avec ses contradictions. Je ne sais pas quelle est la bonne formule. Non, il n'y a pas. Mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, à un moment, il faut arrêter de faire semblant de ne pas regarder le vrai problème. Tu vois, c'est assumer le passé, ça veut dire aussi assumer tu vois, ce que tu as fait de bon et de moins bien. Parce que, tu vois, dans ces pays qui ont été colonisés, il y a des gens qui ont une affection sincère pour la France, tu vois, qui aiment ce dont ils ont eu en héritage, tu vois. Donc il y a un sentiment qui est positif. Dans d'autres régions, c'est plus difficile, mais il y a une base sur laquelle tu peux construire quelque chose d'assez positif, de tourner vers l'avenir avec une vraie vision de ce que pourrait être ce pays à long terme. Mais effectivement, il faut assumer tous les sujets. Est-ce que c'est dans le cadre d'une commission ad hoc? Est-ce que c'est... J'en sais rien, tu vois. Il y a eu plein de petites initiatives. Ouais. Dernièrement, j'ai interviewé Pascal Blanchard. Ouais. Il m'a parlé de plein d'initiatives, mais c'est toujours, on va dire, au début, il y a cette impulsion, cette envie par les politiques. Et puis, c'est entériné et on n'en parle pas. Ouais. Donc, parce que... peut-être selon lui, la population, je ne peux pas mettre des mots dans sa bouche, il faut regarder l'épisode, mais pour dire que certaines franges de la population française ne sont pas encore... Mais peut-être que c'est notre responsabilité à nous, peut-être que c'est la responsabilité de notre génération de porter tu vois, de porter et d'assumer ce discours de continuité. Moi, tu vois, si je devais me positionner mon identité... Bah, tu vois, France, Tunisie, il n'y a pas de barrière, quoi. C'est un continuum. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. C'est mélangé, quoi. C'est complètement et j'ai envie de, tu vois, ce que je ressens dans ma personnalité, que ce soit, tu vois, translaté à l'échelle de la société avec ce que ça a évidemment de difficile, mais aussi d'extrêmement positif. Oui. Et j'aimerais, tu vois, que peut-être, j'espère, que mes enfants héritent de cette part tunisienne comme d'une force, tu vois. Comme un objet d'orgueil, comme quelque chose qui les a nourris, qui les a enrichis. Et qui n'est pas à faire un choix. Et qui est certainement pas. Ni une classification. Et certainement pas. Oui. Là où nous, peut-être qu'on est entré dans la vie avec une injonction au début à la classification. Oui. Après, le temps passe, tu mûris, tu commences à payer des impôts et tu te dis j'en ai plus rien à faire de ce que les gens pensent. Donc tu t'apaises un peu et tu te dis mais en fait moi j'ai des problèmes avec personne, je vais être bien avec tout ce dont j'ai hérité, tu vois. J'ai pas envie de porter un combat qui est pas le mien. Donc j'ai envie de reconstruire quelque chose qui soit plus positive. J'ai pas envie de jouer la revanche d'une partie qui s'est jouée en 1902, tu vois. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que tu lui trouves de moins beau à ta France, à toi?
ta France. Pas celle Ouais. des autres. Écoute, tu vois, déjà, le fait que spontanément, j'ai pas d'idées qui me viennent à l'esprit, ça veut quand même plutôt dire qu'au fond de moi, je suis beaucoup plus positif malgré tout ce que j'ai pu dire sur l'économie et tout que négatif. Ce qui est moins beau en ce moment, c'est la libération du discours d'intolérance, du discours raciste, du discours anti-musulman qui est pas ok, quoi. Franchement, porté par des imbéciles qui m'exaspèrent un peu, tu vois, où c'est grossier en fait. Tu vois, c'est de la manipulation grossière. C'est devenu la tu vois le sujet, la ritournelle, le sujet de base. Quand tu sais pas quoi dire, bah tu vas prendre un sujet contre les musulmans ou un sujet contre les immigrés ou peu importe, tu vois. Euh, que tu parles, que tu aies envie de parler d'immigration, d'intégration, on en a toujours parlé hein, depuis des décennies, mais que ça devienne aussi caricatural, c'est franchement casse-pied. J'aime beaucoup la formule de Dave Chappelle. Il a dit punching down on people. Ouais. C'est oui, je vois très bien. Mais c'est punching down on people. C'est exactement. Paf, paf. T'arrêtes pas, quoi. C'est ça. C'est casse-pied, ça. Ça, c'est vraiment casse-pied. Et c'est assez constant. Mais bon, après, comme tu dis, c'est des gens qu'on peut toujours zapper en fermant la télé. Ouais, et puis je pense que c'est encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ce sera à notre génération de porter ce contre-discours et de l'assumer. Alors déjà, font pas particulièrement peur au quotidien. C'est plus, tu vois, la caisse de résonance qui est casse-pied. Mais de porter ce contre-discours positif, assumé, qui est pas dans l'excuse, qui est pas dans la partition, qui est pas dans le choix, qui est tu me prends comme je suis, complet. Voilà. Oui. Et surtout qui est non historique pour moi. Une des raisons que j'ai choisi le nom Jugurtha, parce que c'est Umuf by Jugurtha, c'est en rapport avec Jugurtha, la figure historique, qui a combattu côte à côte avec Vercingétorix, le même ennemi. Ouais. C'est pour te dire que ces deux peuples... pas. Bah oui. Ouais. Ils ont été mis dans la même prison. D'accord. À 60 ans d'intervalle. Wow. Pour y mourir, l'un de faim, l'autre a été étranglé. Wow. Donc un Auvergnat, et un gars qui vient de Célienne, à présent en Tunisie. Ouais. Et les deux ont combattu pour leur peuple. Ouais. Et ce combat remonte à plus de 2000 ans. Et ces deux peuples qui ont combattu ensemble un même ennemi. Aujourd'hui, ces deux peuples ont vécu ensemble, ont travaillé ensemble. Pour certains, sont mariés, ont eu des enfants ensemble. Donc, c'est une continuité. Et c'est pour ça que je voulais faire ce clin d'œil à l'histoire pour dire qu'il ne faut pas être ignorant de ce passé qui est profond de ces deux peuples, même si ils paraissent un peu étrangers l'un à l'autre, mais ils ne le sont pas. Je viens à te poser la série des questions. Je pose cette série de questions pour tous mes invités, pour essayer de savoir qui tu es réellement et essayer de déterminer un peu les traits de ta personnalité, mais même si on arrive à les déduire en t'écoutant. Première question, qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leurs rêves ? Souvent des raisons qui ne sont pas des bonnes raisons. Souvent des blocages psychologiques, des mauvaises circonstances. Je parle pour la France, je ne parle pas dans le monde. Je pense qu'en France, tu n'as pas l'excuse de j'ai pas les moyens. Je pense que ces moyens, tu y accèdes au bout d'un moment si tu arrives à faire le bon chemin. Tu vois ? Et si la concrétisation de ton rêve reste une constante, tu vois, dans ton quotidien. En revanche, je pense que le blocage, il est plus en amont sur c'est OK de poursuivre la concrétisation de son rêve. Et ces freins psychologiques, en fait, je ne vais pas te dire ils sont aussi importants que la question des moyens, mais ils sont quand même très importants. Ils sont parfois, pour mon opinion, moi, ils sont plus importants que les moyens. Tu vois. Si on te donnait le droit d'afficher un message de ton choix sur tous les panneaux publicitaires de France pendant 48 heures, que lirait ton message ?
Arrêtez de faire chier le monde. Non, mais ce sera un message du type, franchement, arrêtez de vous prendre la tête, aimez-vous. Tu vois, parfois, c'est un petit truc. Tu sais, j'aime bien les petits. Tu sais, parfois, les gens qui font des hugs, tu sais, qui portent les panneaux et qui font des hugs, ça permet de dépressuriser un peu, quoi. Tu vois, d'un coup, tu marches et tout, et d'un coup, tu vois, quelqu'un qui fait un câlin, tu sens le stress tu vois, mais un message de ce genre, tu vois. Moi, j'ai vu aujourd'hui une vidéo Ouais. d'un jeune, je crois, presque un bébé, il avait 3 ans, d'un jeune garçon, et qui faisait un câlin à un capybara. Je me suis dit, c'est bon, en fait, c'est pour ça que je paye mon abonnement Internet, c'est pour voir ce genre de vidéos. Ouais. En fait, c'est vrai que parfois, on se prend un peu la tête. On se prend la tête pour rien. Ouais. Eh oui. Les Français d'origine nord-africaine, maghrébine, qui font bouger les lignes en France sont innombrables. Ouais. Pourtant, l'image du maghrébin dépeinte dans les médias est totalement à l'inverse. Donc, islam radical, délinquance, stup, je t'en passe. Comment expliques-tu ce paradoxe médiatique ? Alors déjà, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas intéressant pour BFM ou CNews de dire que, tu vois, cette année, il y a de plus en plus d'étudiants issus de telle origine ou quel parcours exceptionnel ou mettre en valeur. Tu vas plutôt parler de ce qui ne va pas, et c'est plus facile de désigner un prétendu problème plutôt que d'essayer de régler un problème. Moi, j'ai une vision un peu plus extrême, une réponse un peu plus extrême. Je la veux. De ça, qui n'engage que moi, qui est que, tu vois, il y a aussi, je pense, des restes d'ignorance, de préjugés dans l'inconscient collectif, et qui pop-up, tu vois, qui remontent régulièrement sans qu'on s'en rende compte. Et que d'une certaine manière, tu as une incitation au préjugé. Pour le dire autrement, si tu hérites de cet inconscient collectif qui a fait l'histoire de la France et que tu n'as pas assez de recul et que tu ne poses pas la question de ce qui est le bon jugement du mauvais, tu peux, si tu ne réfléchis pas, être poussé vers le préjugé plutôt que d'être poussé vers la réaction saine. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour le dire autrement, si tu vois un arabe qui vole un portable, tu le retiendras plus facilement dans ta tête et t'en reparleras plus facilement que si tu as vu je vois, un start-upper d'origine tunisienne qui a levé 15 millions. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Voilà. Qu'est-ce que le succès pour toi ? Est-ce que la définition a changé au cours des années ? Oui. Le succès, c'est pour moi, maintenant, c'est grosso modo de se réveiller le matin, d'être heureux de ce qu'on fait, d'être heureux d'aller au bout de ses convictions, d'avoir les moyens d'assumer ses convictions et d'en vivre, et d'être bien entouré de sa famille. Et peut-être qu'à d'autres moments, c'était autre chose. Peut-être qu'à un moment dans ma tête, c'était devenir patron d'une très grosse entreprise ou je sais pas quoi, mais c'est plus le cas. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Comment les gens qui t'écoutent peuvent suivre ton actualité et l'actualité de tes projets ? Alors, un peu LinkedIn, mais je suis plus trop régulier sur le réseau. Mais en revanche, si on veut m'envoyer un message entre LinkedIn, mon adresse mail qui est facile à retrouver... Je mettrai, est-ce que je peux mettre tes contacts ? Oui, bien sûr. En général, j'essaye de répondre. J'essaye toujours de répondre, surtout quand je suis sollicité pour des sujets de ce genre, tu vois, de conseils d'orientation, etc. Je me fixe un peu une ligne, tu vois, de retour à la société qui est qu'il faut que je redonne à des gens qui m'ont give back, exactement. Et sinon, pour rigoler, de temps en temps, je fais des petits tweets. Mais bon, c'est pas grand-chose. Entendu. Voilà. Si les gens qui nous écoutent devaient garder en tête un seul mot de notre conversation, ça serait quoi ? Soyons optimistes. Ouais. Ahmed Genaoui, ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Merci à toi et bravo pour ce que tu fais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Force à toi. Merci. Salut. Merci.